Il y a eu 3 matchs depuis le début des demi-finales de conférence et 3 fois, c'est l'équipe à l'extérieur qui s'est imposée, Shai. Il y en avait 2 la nuit dernière. New York a battu Boston à Boston. Denver a battu Oklahoma City à Oklahoma City. J'ai envie de commencer par ce match absolument superbe. Si vous êtes fan de basket, je vous invite, si vous avez la chance d'avoir le League Pass, à regarder, à re-regarder ce match entre les Nuggets et le Thunder. Et Shai, ça se termine à 121-119 pour Denver. C'est un match plus ou moins serré tout du long. Et malgré ça, moi, Shai, je t'avoue que j'ai quand même un peu le sentiment que c'est un hold-up. Un petit hold-up. C'est pas un hold-up avec je sais pas, une remontée infernale dans le quatrième quart-temps, mais j'ai l'impression qu'OKC était en maîtrise tout du long et qu'à 5 minutes de la fin, les Nuggets sont accélérés et OKC a plus su répondre. Ouais, alors là où tu dis que c'est serré, je suis d'accord parce qu'en 2025, 10 points d'écart, c'est rien. Mais il y avait vraiment cette impression qu'OKC, même si Denver a fait un très bon match, honnêtement, tout du long, avant même de passer en mode hold-up, je trouve qu'OKC avait la maîtrise, semblait quand même en contrôle et me semblait aller vers la victoire. Là où c'est un hold-up, c'est que sur la fin, par contre, là, ils sont repassés devant qu'à la toute fin, finalement. Donc c'est là le sentiment. Et puis dans des circonstances incroyables, le game winner d'Aaron Gordon encore, lui ça devient un serial killer. On commence à avoir un mode playoff activé chez Aaron Gordon qui est assez incroyable. Mais oui, je pense que OKC devait gagner ce match vu la configuration, mais que les Nuggets se sont suffisamment accrochés pour s'autoriser ce hold-up. Après, si t'as pas un Jokic qui fait un match extraordinaire, encore une fois, on va pas le dire, on n'est pas obligé de le dire à chaque fois, mais là c'était extraordinaire, autant sur le plan statistique que sur au niveau mental, au niveau transformation encore en coach à mi-chemin. Enfin, c'était une performance exceptionnelle dont tu vas nous rappeler les stats parce qu'évidemment je ne Ouais. les ai pas juste devant moi, mais 42 points. Donc il y avait un duel entre les deux MVP, hein. ouais, Et juste pour rappeler quand même sur l'écart, à 4 minutes 30 de la fin, je crois que c'est à peu près 4 minutes 30, il Shea y a met un plus 10 step en fait. back à 3 points, il y a plus Ouais. 11. Quand tu as 11 points de retard quand même face à une défense comme celle du Thunder, Mm. en 4 minutes, pour moi, ça ressemble quand même, ça, c'est quand même un Ouais. vrai comeback de repasser devant. Ah ouais, Donc, ouais. duel entre les deux MVP. Shea Gilgeous-Alexander, dont on pourra reparler, termine avec 33 points, 10 rebonds, 8 passes, 12 sur 26 au tir. Nikola Jokic, tu le disais, match énorme, 42 points, 15 sur 29. Le plus fou, 42 points, je vais te dire, je trouve qu'il a été vraiment bien gêné par la défense du Thunder par moment. C'est ça le Ouais. plus fou. 42 points, 22 rebonds, 6 passes, 7 ballons perdus quand même, 2 contre. J'ai envie de mettre l'accent sur les 2 contre, parce que j'ai trouvé Nikola Il a bien Jokic défendu. excellent en défense en Ouais. fait. Il a très bien défendu et c'est pour ça que je disais que sa performance globale est exceptionnelle. On peut dire qu'il a fait cette perte de balle, mais il a même avec la manière dont le Thunder a défendu sur lui, il a été hyper précieux. C'est pas lui qui met le panier de la gagne, mais c'est lui qui les remet un peu dedans à un moment. J'ai pas le timing, mais Le 3 son points point, sur Arthur Stein. avec une. Tu vois, sur la série précédente, on l'avait trouvé un peu fatigué, parfois un peu tendu, un peu frustré. Je sais pas, là, il y a eu un contrôle des émotions et de la fatigue qui était magnifique. Et ce panier à 3 points qui les ramène à -1, je pense, C'est vers ça, la à dernière moins 1. minute. Il s'est passé un milliard de choses après, parce que c'était un jeu de lancer franc et c'est ça au final qui fait que Denver a gagné, parce que notre ami Chet Holmgren a raté 2 lancers au pire moment avant le game winner d'Aaron Gordon. Marc Daigneault après a regretté avoir fait faute un peu trop tôt à son goût, en tout cas à 11 secondes de la fin alors qu'ils étaient à +3, il aurait après coup préféré laisser Denver prendre un tir. Jokic n'était pas sur le terrain d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, t'as raison, c'est un petit hold-up. Il faut pas du tout que ça enlève la qualité de la prestation des Nuggets. Ils ont été vraiment très bons et ils se sont donné le droit de faire ce hold-up. C'était pas évident sur le parquet de la meilleure équipe de la saison régulière. C'est une très très belle performance. Je les ai trouvés plus dynamiques en fait dans les 5 dernières minutes. Il passe le 3 points là, le 3 points de Nikola Jokic. Il est quand même pris, arrêté. Isaiah Hartenstein face à lui, il hésite, il fait des feintes, petit jab et au final il prend quand même le tir. C'est presque un tir de, je sais pas, c'est un tir à la Carmelo Anthony, tu vois. Et il le met et il est super important évidemment ce shoot. J'ai trouvé Denver, je disais, plus dynamique dans les 5 dernières minutes. Il y avait du peps. Là où le Thunder a, après, logiquement, voulu ralentir le jeu par moment, etc. Mais je sais pas,
c'est peut-être l'impression, ça va peut-être être un peu un avis de barre, mais c'est comme si les mains tremblaient un petit peu plus d'un côté. Alors, les Nuggets ont eu l'occasion de passer devant après ce tir de Jokic, hein. Il y a Westbrook qui prend un tir à 3 points complètement ouvert Ouais. qui est raté. Derrière, rebond offensif de Gordon. Gordon, il se fait contrer par Jalen Williams. Tu vois, là, pareil, la défense. En fait, le Thunder a très bien défendu, mais il y a eu better offense, quoi. On nous demande toujours d'opposer attaque, défense, même si je pense qu'au contraire, c'est complémentaire. Mais là, clairement, tu vois, le Thunder a très bien défendu sur certaines possessions, mais il y a eu de la meilleure attaque et ça a amené après, finalement, à ce que tu disais, les deux lancers ratés par Chet Holmgren. Et pareil, derrière, Westbrook qui remonte le terrain à toute vitesse. Gordon, il n'y a qu'un point d'écart. Il a quand même le culot de prendre un shoot à 3 points. Alors, il est ouvert, il se dit c'est le meilleur shoot possible. C'est pas sûr qu'on ait un meilleur shoot si j'attends 1 ou 2 secondes de plus, sachant qu'il ne pouvait pas attendre beaucoup plus longtemps, hein, parce qu'il le rentre, il reste 2,8 au compteur, je crois, au moment où il le met. Mais ouais, Il est magnifique. plein. Son tir, Il est il est magnifique. magnifique, Ouais. hein, Et franchement. Gordon, pareil, 22 points, 14 rebonds sur le match. Le 5 majeur du Thunder termine avec à part Michael Porter Jr. qui est passé à côté, qui fait 1 Ouais. sur 8. Le 5 majeur du Thunder est fini avec alors ça s'explique par le run à la fin, mais par des plus-minus, plus 12 pour Jamal Murray, plus 15 pour Christian Brown, plus 10 pour Nikola Jokic, plus 16 pour Aaron Gordon. Et Westbrook en sortie de banc encore, très très bon. Ça, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais vraiment, vraiment hyper intéressant. Il y a eu les mains qui ont tremblé un peu, c'est vrai, hein, je pense. Offensivement, il y a que Shea qui marquait à la fin et Hartenstein un peu avec son, Et son même fameux. Shea, pardon, même Shea Ouais. a. Bah, il a libéré, je trouve qu'il a lâché des ballons. Jalen Williams rate un truc à un moment, Holmgren rate un tir dans le corner alors que 3 minutes avant, il en met un pareil. Et puis les lancers, les lancers d'Holmgren, c'est clairement, il a semblé stressé. Et d'un côté, c'est la première fois qu'il se retrouve vraiment dans cette situation-là dans sa carrière. C'est pas simple. Mais c'est justement une des limites qu'on a souvent avancé sur le Thunder. Euh, c'est justement qu'est-ce qui se passe quand la défense force Shea à lâcher la balle. Et là, dans les 5 dernières minutes, alors Shea, il met des points, il met des paniers décisifs. Je dis, il a un petit peu. Il y a 1 ou 2 tirs, il force. Il y en a un notamment, j'ai en tête un espèce de runner où je sais pas, je pense qu'il essaie de provoquer la faute, il balance un peu fort contre la planche. Bon, mais bon, dans l'ensemble, Shea a mis des tirs très difficiles dans le 4e quart-temps. Et effectivement, à part Hartenstein, il n'y a que Shea qui a mis des points pour le Thunder dans les 5 dernières minutes. Mais du coup, il y a des prises à 2, donc il lâche le ballon, c'est un peu le seul créateur. Et c'est là où je trouvais qu'il se passait moins de choses à Ouais. OKC, c'est que d'un coup, il y a et encore, il y a quand même quelques actions plutôt correctes. Celle qui mène au flotteur raté d'Hartenstein, elle est pas mal, l'action, et ça joue avec Jalen Williams. Mais là, on a 3 points ratés de Caruso, qui a été excellent sur le Ouais. match. Il fait 20 points, 6 passes, 5 interceptions, 2 contres, il dévie des ballons, 5 paniers à 3 points. Il est excellent. Mais là, il a le 3 points tout seul, il le rate. Hartenstein, il rate son petit flotteur. Jalen Williams, il rate. Jalen Williams, il termine à 5 sur 20 au tir. Il met plus 1 point de Jalen Williams dans les 8 ou 9 dernières minutes. Chet Holmgren, pareil, c'est ce que j'ai souvent dit moi, c'est qu'en fait, offensivement, il va rien créer dans les dernières minutes. Holmgren, il va éventuellement prendre des tirs ouverts, mais là, on le voit pas en attaque. Je parle que de l'attaque, et il rate ses lancers. Donc en fait, ouais, c'était un peu Shea qui s'est retrouvé paradoxalement esselé pour une équipe aussi profonde, alors que j'ai eu l'impression qu'il y avait une dynamique bien plus collective du côté des Nuggets. Westbrook qui met du peps, Christian Brown qui met du peps, Aaron Gordon qui met du peps, Jamal Murray qui met un tir très difficile à un moment. Et Jamal Murray fait même pas un très bon match, tu vois, mais en tout cas, il fait un bon début de match. Après, il s'éteint. Il finit à 6 sur 16, il met 21 points. Mais Jamal Murray, tu vois, tu sais que dans le 4e quart-temps, il va apporter des choses, il va pouvoir créer. Et Nikola Jokic, évidemment, qui était. Donc voilà, je sais pas. J'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'énergie du côté des Nuggets dans le Money Time. Il y a autre chose, et ça se passe souvent comme ça. Et d'ailleurs, alors c'est pas toujours les mêmes configurations de match, mais les victoires des équipes à l'extérieur ou pas favorites au départ là, sur le premier match. OKC, ils étaient en vacances là, hein, quasiment. Et puis le gap entre l'affrontement avec Memphis et cette équipe de Denver, certes fatiguée, mais un peu sur l'énergie, tu vois, sur les nerfs un peu, qui a réussi à enchaîner après le game 7 du week-end dernier là. Ça arrive souvent, et du coup, il va falloir matcher ce niveau d'intensité, retrouver un peu la confiance sur les fins de match. Ce match m'a pas particulièrement inquiété pour OKC, hein. La fin est belle, et Denver s'est bien arraché pour le prendre. Je serais plus inquiet si par contre sur le prochain ou le suivant encore, on voit qu'il y a plus de dynamisme à la fin et que
et que nerveusement ou mentalement, c'est plus compliqué pour OKC. Mais je trouve que leur match a été plutôt cohérent et bon, et qu'ils ont une marge de progression sur les joueurs du banc, notamment les Isaiah Joe, Wiggins, qui en saison régulière ont été plus prolifiques que ça. Jalen Williams aussi, évidemment, je pense pas et j'espère pas pour le Thunder qui va shooter à 5 sur 20 à chaque fois. C'était un beau match inaugural pour la série et elle est encore très très ouverte. Ah, mais tu vois, les joueurs du banc, ils ont peut-être pas beaucoup scoré, mais leur passage, il coïncide quand même avec un moment où OKC se détache, en fait. Parce qu'à l'inverse, Denver peut pas vraiment ouvrir son banc. Ça fera peut-être une différence. Moi, on en parlait hier avec Théo quand on a fait une mini preview de cette série. Je pense que Denver, la seule solution pour passer, c'est soit un Jokic absolument gigantesque. Quelque part, c'est ce qu'on a eu sur ce premier match. Soit un Jokic à son niveau, qui est quelque part de base gigantesque, avec un Jamal Murray qui serait bien au-dessus du sien, genre bien au-dessus de son niveau habituel. Là, pour l'instant, on a un Jokic gigantesque, à voir sur combien de matchs il peut tenir. Mais ouais, bon, après, le Thunder, effectivement, je suis d'accord avec toi, a quand même fait un très bon match. C'est juste, tu peux avoir des. Faut voir aussi mentalement, justement, le Thunder dans l'adversité. On l'a vu un peu l'an dernier, tu vois, ça reste une équipe jeune. C'est des limites qui sont réelles, tu vois, de se dire comment cette équipe, elle va réagir dans l'adversité, comment elle va réagir face à la pression. Tu as parlé aussi du changement d'intensité. Et encore, je trouve que le Thunder a mis beaucoup d'intensité, en fait, dans ce match. Et ça joue super vite. Il y a plein de moments où il y a beaucoup d'intensité. Donc, ils se sont actualisé au niveau physique, mais c'est vraiment juste dans les 5 dernières minutes où d'un coup il y a eu un ralentissement. Et ouais, il faut voir comment tu rebondis mentalement de cette défaite. Comment ça se passe? Tu te dis, on aurait dû prendre ce match, on a déjà perdu l'avantage du terrain. Ils ont face à eux une équipe expérimentée. Tout ça, c'est des tests pour OKC et de voir justement est-ce qu'ils ont ça en eux en fait. Parce que si on veut parler de titre à OKC, il faut avoir ça en toi. Et ça, c'est la grande question. On n'a pas encore la réponse en fait sur OKC. Ouais, je suis d'accord. Allez, on peut passer à l'autre match avec la victoire des Knicks contre les Celtics après prolongation. Là, pour le coup, il y a eu un comeback. J'aurais pu parler de hold-up pour New York, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a plus marqué pour Denver. New York a été mené de 20 points quand même. En deuxième mi-temps, il y a 75-55 pour les Celtics. Et les Celtics, pour le coup, ont enchaîné brique sur brique. New York est revenu et New York l'a emporté après prolongation, comme je le disais, 108-105. Là, on est vraiment là aussi, mais dans un registre un peu différent, sur un espèce de syndrome de l'équipe qui était qualifiée depuis quelques temps et qui, comme les Celtics l'ont fait parfois pendant la saison et même la saison dernière avant le titre, qui s'est relâché totalement sur un moment du match, qui a abusé des tirs à 3 points, record all-time en playoff du nombre de tirs à 3 points ratés pour les Celtics. Ils ont pris 60 tirs à 3 points, ils en ont raté 45. 45. Voilà. Alors visuellement, c'est sûr. Autant Antoine, tu conseillais à nos auditeurs de regarder ceux qui n'ont pas pu le faire, de regarder le match précédent, enfin le match entre OKC et Denver. Celui-là, c'est sympa pour le scénario, surtout si tu es fan d'Enix. Mais sinon, en termes de qualité de basket ou de divertissement, c'était pas. C'est là le problème avec les Celtics, c'est que ils sont aussi parfois dépendants de cette adresse à 3 points. Et je les ai trouvés un peu trop. Ouais, alors je sais pas si c'est de la nonchalance ou un excès de confiance ou tu vois, ça s'est manifesté par tous ces ratés. Et à la fin, une équipe qui, elle aussi, était théoriquement fatiguée, nerveusement, qui sortait d'une série hyper éprouvante, qui était toujours sur ce mode-là et qu'on a tiré profit, je trouve. Les Knicks sur la fin sont vraiment mis en mode, allez, maintenant qu'on est revenu, on va aller arracher ça. Prolongation et fin de match super. Super aussi, on va peut-être en parler, mais avec Bridges, est-ce que Michael Bridges avec cette, c'est même pas une interception, c'est un arrachage de sac à main sur Jaylen Brown. Est-ce que ça valait pas finalement ce trade à terme? Est-ce qu'on ne dira pas que ça valait pas ce trade sur cette interception? De toute façon, le trade de Michael Bridges, je pense, je veux dire, pourquoi pas? C'était sympa de le faire venir, de mettre ensemble les gars de Villanova. C'est un autre trade qui est un peu plus problématique. Et encore, bon, 4 finit avec 14 points, 13 rebonds. Moi, je vais juste parler d'abord des Celtics. En fait, à première vue sur ce match, tu as tout ce dont parlent les détracteurs des Celtics. Une équipe qui n'a pas d'alternance dans le jeu. Moi, je ne pense pas que ça soit tout à fait vrai, en fait, sur l'ensemble de. D'ailleurs, la série d'avant, ils la gagnent autrement, presque, Boston. Mais bon, c'est un adversaire évidemment beaucoup plus faible. Là, tu as une équipe qui se contente
de dégainer à 3 points et qui perd un peu. Je comprends que c'est l'ADN de leur jeu, mais qui perd les subtilités de l'ADN de son jeu. Il y a aussi un facteur important, c'est le fait que Kristaps Porzingis ne joue pas en deuxième mi-temps. Il est Ouais, malade et du bah, coup, tu peux moins alterner. Mais effectivement, tu peux moins alterner le jeu et tu bascules un peu dans ce truc de bon, on va prendre des bombes à 3 points, on fait circuler en périphérie, on prend des bombes à 3 points. Ils ont 20 points d'avance, comme tu l'as dit. Je pense qu'il y a un peu de relâchement alors que les Knicks sont dans l'adrénaline. Je pense qu'il y a de la nonchalance et du coup, tu as, t'as tout ce dont les détracteurs de Boston parlent. Et puis, on peut parler des stats. Jason Tatum, que j'ai souvent défendu ici. Alors, il fait 23 points, 16 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 1 contre. Mais 4 sur 15 à 3 points. Jalen Brown fait 1 sur 10 à 3 points. 45 3 points ratés, tu l'as dit. Donc, à eux deux, quand même, les deux stars des Celtics, ça fait 5 sur 25. Quoi. C'est vraiment terrible. Et le plus fou, en fait, c'est que les Celtics, tu te dis, ils vont pas en refaire deux des matchs comme ça. Là. Ils sont à 35% au tir, 25% à 3 points. C'est peut-être le match le plus dégueulasse de leur saison. Et malgré ça, ils mènent de 20 points et ils perdent en prolongation. Donc, qu'est-ce c'est que tu dois retirer si tu es Boston? c'est ça, que là, normalement, il y aura pas de. C'était une piqûre, la fameuse piqûre de rappel. Ça, tu l'as dit. Donc, les Knicks gagnent que de 3 points en prolongation, avec en face Porzingis, qui est pas Porzingis, quoi, qui joue 13 minutes et qui est malade et qu'on voit plus après. Tatum, qui, selon ses standards, fait pas un bon match. Jalen Brown, qui a pas mal vendangé à 3 points aussi, sur des tirs. On n'a pas parlé des autres Knicks, mais Anunoby fait un match Anunoby incroyable. qui met 6-3 points, c'est pas tous les jours non plus que ça arrivera. Voilà, il fait qu'il y a un match. On va oser dire qu'il a été un poil en sur-régime offensif, on va dire quand même. Les Knicks sont en sur-régime offensif aussi à 3 points, ils ont chuté à 46%. Et les Celtics sont sous-régime à 3 points. Tout était réuni et c'est très bien que les Knicks l'aient pris parce que justement, faut saisir ces opportunités-là, ça se reproduit pas à 15 fois. Donc, tu veux mettre un peu de pression et un peu de doute chez une équipe comme Boston, c'est très bien de le faire. C'est juste que là, d'un point de vue extérieur, on se dit, il va falloir que ça se reproduise. Alors, peut-être pas dans ces proportions-là, mais pour qu'ils gagnent la série, il faut que ça se reproduise quand même souvent. Et je leur souhaite. Écoute, si les Knicks peuvent, arrivent à faire déjouer, douter les Celtics, c'est très bien pour eux, mais c'est pour l'instant difficile à croire. Je pense c'est de l'ordre de la piqûre de rappel pour l'instant. En tout cas, Anunoby, il fait des superbes playoffs. Quoi qu'il Ouais. en soit, lui, il fait vraiment des bons playoffs. Jalen Brunson et Anunoby ont mis 29 points chacun. Michael Bridges a été maladroit, mais tu l'as dit, il a été déterminant. Il fait quand même 8 points, 6 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, 2 contre. Il a été bon dans ce match. Il joue 51 minutes. Au passage, ça aussi, ça va finir par peser après. Mais les Celtics, c'est comment te rendre la vie difficile quand elle pourrait être simple, quoi. Tu mènes de 20 points. Tu peux te mettre tout de suite à l'abri dans cette série. Tu joues face à un adversaire qui peut être potentiellement fatigué. Tu sais que tu as certainement d'autres challenges qui t'attendent derrière si jamais tu veux faire le doublé. Et tu perds déjà un match, tu perds ton avantage du terrain, tu donnes de la confiance à ton adversaire. Et cette nonchalance, disons que l'an dernier, ils ont eu tellement de marge qu'effectivement, tu pouvais te permettre par moment de laisser filer un match. Si là, tu arrives en finale contre, je sais pas, le Thunder ou les Nuggets, tu peux pas en fait. Tu peux pas te permettre de laisser filer des matchs comme ça. Il faut que tu sois présent tout du long. Bon, après, voilà, il y a le facteur santé. Porzingis était malade. Jrue Holiday est revenu quand même. Ouais. C'est important pour Boston, très important. Voilà, je sais pas si tu as autre chose à ajouter sur. Un petit mot sur Josh Hart quand même. Je pense que quel joueur. Je dis toujours ces joueurs-là, ils me fatiguent juste derrière l'écran. Je regarde le niveau d'effort, la combativité, les hustle plays où il va s'arracher pour sauver des ballons, pour mettre de la pression, il me rentre des paniers, il prend des rebonds alors qu'il fait 1m90. Il y a quelqu'un qui a pris plus de rebonds que lui. Je pense peut-être pas. 4. Je pense qu'il y a Si pas. 4 a pris Oui, plus de non, rebonds. mais oui, 4 en prend 13 et Hart en prend 11. Pardon, et Tatum en prend 16. Je pensais que tu parlais de sa taille. Je n'ai pas souvenir d'un rebondeur de sa taille. Mais c'est fou quand même. Il a le flair qu'il a et le niveau de. Ce serait marrant comment lui il explique cette faculté à être toujours bien placé, à avoir l'énergie pour aller les chercher. C'est magnifique et ça fait vraiment des différences pour les Knicks. Là, ça contribue vraiment à l'identité des Knicks. Lui, c'est un joueur identitaire et qui est en plus, c'est pas juste un mec d'effort, il sait aussi marquer des paniers. Rebond, ça me fait penser, on l'a pas dit sur le match d'avant. OKC a été largement dominé et c'est déjà
Ils ont quand même recruté Hartenstein parce que justement le Thunder avait peur de se faire manger dessous. Holmgren a beau être grand, c'est pas le meilleur rebondeur du monde, etc. Ils ont été largement dominés par les Nuggets au rebond. Je suis allé du coup revérifier. 63-43, ça c'est la différence au rebond. 21 rebonds offensifs pour les Nuggets. Ouais. Donc ça, c'est vraiment aussi un facteur ultra déterminant d'un match que tu perds de 2 points. Le rebond va être très, très, très important. Parce que outre Jokic, tu as donc Gordon qui en prend 14 et Brown, voilà, dont Théo aime bien chanter les louanges à très, très juste titre, qui en prend 13 aussi. Lui, c'est un sacré spécialiste aussi. Enfin, il est impressionnant, Christian Brown, défensivement et sur plein de... Enfin, c'est un joueur très complet, finalement. C'est très clairement un super joueur. Je pense qu'on ne dira jamais assez de bien de Christian Brown. Et moi, pour le coup, je n'imaginais pas du tout le cap qu'allait passer Christian Brown cette saison. Je me souviens que j'étais en mode ouais, c'est un bon joueur, mais être titulaire, c'est pas la même chose et tout. En fait, aujourd'hui, je le trouve, c'est un peu dur ce que je vais dire, peut-être pour KCP, mais en fait, je le trouve plus fort que ce que KCP l'était même sur le run des Nuggets. En fait, voilà. Après, Murray n'est pas forcément au même niveau, la profondeur de banc est plus la même, il n'y a pas de Bruce Brown, Jeff Green, etc. Mais je trouve que Christian Brown a plus que remplacé KCP aujourd'hui. Oui, pardon, on a rebiffurgué sur le Denver, mais effectivement, Josh Hart, les rebonds, pareil, Josh Hart, les rebonds offensifs, je crois qu'il en prend 5 ou 6. Enfin bref, c'est du Josh Hart, quoi, combattant au possible. Je te propose, Shai, qu'on parle très brièvement de la série qui, toi, en plus, t'intéresse particulièrement. Il y a quelque chose qui peut aller encore un peu plus dans ton sens. C'est celle entre Indiana et Cleveland. Il faut savoir, je vais dire à tout le monde que tu nous annonces une victoire des Pacers en 6. Ouais, alors, déjà au début des playoffs, j'ai mis les Pacers en finale de conférence. C'était un peu audacieux et c'est pas du tout sûr que ça arrive. Hein. Ils ont gagné qu'un match, mais j'aime bien insister. Je vous envoie des hashtags Pacers in 6 à peu près toutes les 4-5 heures. Voilà. Mais il y a une mauvaise nouvelle pour les Cavaliers quand même. C'est qu'après avoir perdu le premier match, ils ont peut-être aussi perdu Evan Mobley et DeAndre Hunter. Les deux joueurs sont blessés. Mobley, c'est quand même la cheville. Hunter, c'est le pouce. Et du coup, les deux sont questionable pour le Game 2. Et il y aurait vraiment de l'inquiétude, d'après Atkinson, sur ces deux joueurs-là. On sait que des fois en playoff, il y a un peu de philosophie, il y a un peu de psychologie aussi. Mais voilà, et Garland, toujours J'avais demandé parce effectivement. que j'ai pas vu les dernières updates à son sujet. Garland, avec c'est le doigt de pied, est aussi sur questionable. Donc, il est possible que les Cavs, je sais pas, il leur manque 2 ou 3 de ces joueurs-là à voir. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un qui sera effectivement absent. Alors, peut-être que là, pour l'instant, c'est une manière aussi de mettre un peu la pression sur les arbitres. Tu vois, Atkinson, il a parlé en mode ouais, c'était pas des dirty plays, mais ça a dépassé les limites de ce qui devrait être autorisé, etc. Donc, peut-être que ces joueurs-là finiront par jouer et qu'on est un peu dans de la guerre psychologique. Mais si ça vient à être avéré, si c'est vraiment, ces gars-là sont vraiment absents, vraiment blessés, ça commence sérieusement à se compliquer quand même. Par contre, tu joues ton Game 2 à domicile sans plusieurs de tes cadres. Alors, l'avantage, c'est que tu joues contre une équipe des Pacers, on le sait, qui est capable de se relâcher à tout moment et du coup de ne pas saisir l'opportunité. Mais il y a un monde où tu joues sans tes cadres et tu te retrouves mené 2-0 avant de te déplacer à Indiana, sachant qu'Indiana est une très bonne équipe à domicile. Ça peut vraiment compliquer la donne pour les Cavs qui, comme le Thunder, n'est pas forcément testé dans l'adversité. Ouais, le Game 2, Cleveland sera sous pression, clairement. Hein. Surtout s'il y a ces joueurs-là qui sont absents. Je me dis toujours qu'en playoff, ils essayent de les faire jouer. Enfin, ils trouvent le moyen de les faire jouer en espérant ne pas... que ça n'ait pas d'impact sur leur santé, évidemment, à plus long terme. Mais ouais, Cleveland est sous pression et en tout cas, la prestation d'Indiana sur le Game 1 me conforte dans ce que je pense de cette équipe. Je pense toujours qu'elle va se qualifier. Cleveland est toujours favori s'ils arrivent à récupérer leur meilleur joueur, mais c'est une équipe qui sait profiter des opportunités. L'année dernière, on l'a vu, quand il y a des blessés quelque part, ils s'en foutent qu'on dise, bah ouais, l'équipe est en face est diminuée, ils vont y aller. Est-ce que Haliburton a la tête du mec qui va dire ouais, mais bon, finalement, on n'était pas si méritant, hein, ils s'en foutent, ils vont y aller à fond. Carlisle, c'est un coach expérimenté, il saura exploiter la moindre absence, la moindre fébrilité en face aussi. C'est pour ça que je crois en cette équipe pour aller en finale de conférence. En parlant de coach, c'est justement Kenny Atkinson, le coach des Cavaliers, qui a été nommé coach de l'année. Il a devancé JB Bickerstaff. Alors, il a eu 59 premières places sur 100, Kenny Atkinson. JB Bickerstaff et Ime Udoka est troisième.
je pense, assez mérité. Logique, ils auraient tous pu gagner, mais c'est sûr que ça a été spectaculaire, Atkinson. Le travail fait avec Cleveland cette année, il l'avait quasiment verrouillé quoi. Au tiers de la saison, on a dit bon, Atkinson sera. Quand Cleveland perdait pas un match, on se dit Atkinson va probablement gagner le titre de coach de l'année. C'est bien quand même d'avoir étudié les autres candidatures. Il y avait du mérite. Bickerstaff fantastique et pareil avec un effectif un peu remanié, mais voilà ce qui s'est passé à Détroit l'année dernière et ce qui s'est passé cette année, c'est assez exceptionnel. Et Udoka, voilà, toujours du très bon travail aussi. Yes. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose sur ce CQFR? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler en particulier? Je crois qu'on a fait le tour quand même des grosses actualités au-delà des matchs, enfin des matchs et ce qu'il peut y avoir autour. On se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR, donc n'hésitez pas. Restez branchés. Ciao, ciao! Ciao, à demain!